Samedi 4 mars 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. L'opposition politique regroupée au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR, la nouvelle coalition de l'opposition a organisé ce matin une marche suivie d'un meeting, une manifestation qui a visiblement répondu aux attentes des organisateurs du point de vue de la mobilisation. Le constat de nos reporters Adam Soumana et Cheb Guissou. Balai à la main pour, disent-ils, balayer les mauvaises herbes du paysage politique nigérien, tout en brandissant des pancartes aux inscriptions hostiles au régime de la 7e République. Voilà le spectacle auquel la population de Niamey a assisté à travers cette marche pacifique de l'opposition nigérienne. Une manifestation pour laquelle la mobilisation des militants, se passant de tout commentaire, a réjoui le premier responsable régional de l'opposition au titre de Niamey, qui a par la même occasion transmis un message fort des militants FRDDR de la capitale aux leaders du front. Les populations de la capitale m'ont chargé de vous dire qu'elles sont prêtes et attendent avec impatience vos mots d'ordre, car trop c'est trop. Le Niger et son peuple n'en peuvent plus et ne veulent plus de cette gouvernance prédatrice, arrogante et inconsciente. Pour les leaders du FRDDR, le moment est opportun pour la signature d'une pétition visant leur engagement à poursuivre le combat pour la défense de la République et la restauration de la démocratie. Un combat d'ailleurs qualifié de noble et pour lequel les leaders des partis non affiliés disent pouvoir compter sur eux désormais. Nous, patriotes nigériens, réunis au sein du groupe des partis politiques non affiliés, apportons notre indéfectible soutien à la lutte politique que plusieurs organisations politiques et sociales ont engagées pour barrer la route aux véritables ennemis du peuple nigérien. Nous sommes plus que jamais déterminés à défendre ce peuple meurtri par plusieurs décennies de colonisation et maintenant par le fléau d'une mafia lâche et criminelle qui mange tout sur son passage. Notons que cette manifestation de l'opposition a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle les leaders du FRDDR ne sont pas passés du dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive des autorités de la 7e République. Le temps permet toujours à la vérité de triompher sur le mensonge. Après la supercherie perpétrée, le peuple nigérien découvre, stupéfait, les crimes que le régime aventurier et irresponsable de Issouf Mamadou a ourdi contre le peuple du Niger. Face aux dérives de toutes sortes qui menacent la crédibilité de notre justice, troisième pouvoir constitutionnel, le FRDDR demande à tous les magistrats de se ressaisir et de faire le choix entre le peuple au nom duquel la justice est rendue ou celui de servir le prince usurpateur du pouvoir du peuple. Le FRDDR rappelle aux associations, partis politiques comme sociétés civiles, intellectuels et opérateurs économiques, producteurs ruraux, artisans et ouvriers, que l'histoire de notre pays s'écrira tôt ou tard par des historiens patriotes. Aussi, pour la postérité, nous les invitons à se démarquer de ce pouvoir par tout moyen en leur convenance et de se joindre à nous pour la lutte citoyenne. Vous voici aujourd'hui mis à nu, au grand jour par les scandales en tout genre, détournement, corruption, clientélisme, mensonge. Issoufou Mahamadou, le moment est venu de dire au revoir au peuple du Niger. Partez, partez courageusement et dignement pendant qu'il est encore temps. Car si vous ne dites pas au revoir au peuple du Niger, lui vous dira adieu. Ainsi donc, l'opposition politique nigérienne sort de sa léthargie par une manifestation qui restera sans nul doute longtemps gravée dans la mémoire des populations de Niamey en particulier et ceux du Niger tout entier en général.
Le gouvernement de la République du Niger a proclamé l'état d'urgence dans les départements de Walam, Ayoru, Bankilare, Abala, Banu, Bangou, c'est dans la région de Tilaberi et Tassara et Tilia dans la région de Tawa. Une décision prise pour des raisons sécuritaires et donc qui est saluée par l'acteur de la société civile Moussa Tchangari, pour qui il ne faut pas que cette décision étouffe la population. On l'écoute. Sécuritaire qui est plutôt alarmante dans ces deux régions-là, surtout dans la région de Tilaberi. Et comme pour la région de Difa, la réponse du gouvernement a été encore une fois de décréter l'état d'urgence. Vous savez qu'en ce qui concerne Difa, ça dure depuis pratiquement 2 ans. Les gens sont fatigués de cet état d'urgence. Et aujourd'hui, ce que les gens réclamaient, c'est la fin de l'état d'urgence. Parce que tel que ça a été mis en œuvre à Difa, on a vu les conséquences que ça a entraîné. Ça a rendu toute la population totalement vulnérable, sans que ça ne résolve fondamentalement la question de l'insécurité. Et ce qui s'est passé pour Difa, ça a appauvri les gens. Bon, maintenant, à Tilaberi et à Tawa, on veut expérimenter la même chose, même si c'est de façon localisée. La même manière que le succès de l'état d'urgence a été peut-être mitigé à Difa, on peut craindre qu'il y ait donc la répétition des mêmes choses dans les régions de Tilaberi et de Tawa, même si on ne connaît pas exactement les mesures concrètement qui vont rentrer dans le cadre de l'état d'urgence, parce que ça dépend aussi. On peut mettre, ça peut ne pas être aussi rigoureux que des fois on peut mettre quelques mesures et pas d'autres. Donc, mais si c'est la même chose qui va se faire, évidemment, il faut craindre que ça étouffe la population. Comme à Difa, les gens sont aujourd'hui étouffés et ils demandent la levée de ces mesures. Et dans tous les cas, le problème sécuritaire que nous avons demande plus de réflexion et certainement d'autres types de mesures. On a vu la situation au Mali s'est dégradée depuis pratiquement 2012. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Et on n'a pas fait grand-chose pour éviter la contagion sur les régions frontalières. Sans compter que la région de Tilaberi, par exemple le nord Tilaberi, était déjà une sorte de poudrière avant même le déclenchement de ce mouvement-là au Mali. Parce que c'était une zone d'insécurité, etc. depuis les années 2000. Au début des années 2000, nous avons, nous, sociétés civiles, attiré plusieurs fois l'attention, avec notamment les organisations d'éleveurs et autres qui sont dans la zone. C'était une zone d'insécurité. Les pays ont été un peu sourds à ce combat. Et des groupes djihadistes sont venus s'installer, ont essayé de récupérer le mécontentement lié à l'abandon par l'État déjà de cette zone-là. Maintenant, on voit un peu le contre-coup. Pendant tout ce temps, on n'a pas fait grand-chose, à part avoir quelques points militaires, etc. Mais la lutte contre de tels mouvements, ça demande une stratégie beaucoup plus grande. Puisque nous parlons de la sécurité, parlons-en avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, ONU, qui est en tournée dans certains pays du bassin du lac Tchad, qui est arrivé à Niamey ce samedi. Les membres de cette mission doivent être en principe en ce moment même en conclave avec les autorités nigériennes au palais de la présidence. Objet de cette mission, c'est d'échanger sur des questions sécuritaires. Nous y reviendrons sur cette visite avec nos reporters sur place. Tant chanté par les producteurs de l'oignon qui n'attendaient que sa concrétisation, l'installation de la société de transformation et de commercialisation de l'oignon Sotraco risquerait de tomber dans l'eau. L'association des professionnels de la filière oignon tire la sonnette d'alarme. Reportage Assama Ousseidou et Aboubakar Soleil. L'oignon, plante potagère donne le bulbe d'une saveur et d'une odeur forte et piquante, très employée en cuisine.
Une plante dont la production se fait ici au Niger. Dans le cadre de cette production, une usine est prévue pour la transformation industrielle de l'oignon en poudre. Le président de l'association des producteurs d'oignons explique cette usine de transformation qui devrait être fonctionnelle courant cette année 2017. Visiblement, quelques problèmes bloquant le processus. Nous étions en compétition, le Niger a été choisi, nous sommes les premiers. Pourquoi? Parce que nous avons la qualité de l'oignon que les fabricants de bouillon ont besoin. Nous avons la quantité plus importante parce que nous cultivons 700 000 tonnes et nous avons aussi les organisations les plus organisées. Les autres n'ont pas vraiment des organisations. Donc on a 24 mois pour que, en tout cas, nous fassions quelque chose, que le projet bouge. Donc ça nous fait 20 mois maintenant. Dieu merci, nous avons pu nous organiser en coopérative, en union. On a organisé 4000 producteurs. Et ces 4000 producteurs sont des actionnaires. Chacun a pris un engagement de prendre une action. 4000 paysans, c'est vraiment un monde et c'est une richesse. Si on les accompagne, voyez-vous, leur production va passer de 2 mois de conservation à 11 mois de conservation. Donc nous avons vraiment un capital. Nous avons un capital pour conserver l'oignon et l'exporter. Cependant, les responsables des producteurs lancent ce cri de cœur à l'endroit des autorités pour que cette usine voie le jour dans l'intérêt des producteurs mais aussi du Niger. Donc nous voulons que l'autorité redouble d'efforts pour que, en tout cas le plus rapidement possible, ce projet voit le jour. Les paysans de rentrer déjà dans le cadre de la production dans les normes de qualité et de faire tout possible pour être propriétaire, parce qu'on leur a expliqué comment être propriétaire de cette usine-là. Il suffit de remplir l'engagement qui dit qu'ils sont prêts à verser une action, c'est-à-dire 10 000 francs en 4 ans. En 4 ans, ils versent les 10 000 francs et l'usine installée, quand elle achètera leur production, elle va prélever 10 francs par kilo. L'achat qu'elle va procéder de leur oignon va consister à un prix rémunérateur. Au Niger, l'oignon est produit dans plusieurs régions, notamment à Galmi et à Madawa, dans la région de Tawa où des centaines de tonnes sont produites et qui sont vendues à des milliards de francs CFA par an. Allons à présent à la découverte d'un système de sécurisation des bouteilles de gaz. C'est un appareil appelé Technogaz qui a été inventé par un Togolais résident au Niger. Reportage à Asma Oseidou et Soumel Abdelhaï. Inventé par le technicien togolais résident au Niger, cet appareil Technogaz permet aux consommateurs d'être plus sécurisés. D'après ce concepteur du Technogaz, cet appareil permet de réduire le taux d'incendie dans les foyers causés par les gaz. Nous avons réfléchi à ça pour sauver des vies humaines quand on sait que de nos jours les incendies sont monnaie courante tout le temps. Donc nous avons utilisé un dispositif spécifiquement nigérien pour mettre au point un appareil qui vous permettra désormais de savoir que votre bouteille est vraiment bien fermée. Alors, en cas d'oubli de fermeture, le dispositif se déclenche. Il est composé d'un système simple qui est installé sur le robinet de la bouteille. Daniel explique le fonctionnement normal de l'appareil. À l'ouverture, l'alarme déclenche. Quelques instants, le temps de vous dire que la bouteille est ouverte. Et si vous voulez faire la cuisine, il faut allumer d'abord l'allumette. Et dès que vous allumez l'allumette, le système c'est important parce que comme ça fait du bruit, ça s'arrête. Maintenant après, vous avez fini de faire la cuisine, 2 minutes, ça vous rappelle encore de venir fermer le robinet de la bouteille. Parce que c'est ça l'important. On ne ferme pas le robinet. Et quelqu'un peut venir ou ouvre la cuisinière. Et puis bon, quelqu'un aussi peut venir en fumant ou bien en utilisant un allumette et puis crac, boum, c'est parti. Voilà comment le danger est tout le temps là. Même un interrupteur
peut provoquer un incendie. Enfin, ce concepteur du technogaz appelle la population à s'intéresser à cet appareil très utile pour sécuriser leur foyer. Elles sont d'une importance capitale pour les femmes enceintes. Les consultations prénatales permettent à ces dernières de contrôler l'évolution de la formation des fœtus. C'est un reportage signé Arita Sala et Soumela Abdoulaye. L'intérêt de consultation prénatale n'est plus à démontrer de nos jours. Il est recommandé de passer une consultation à partir du 3e mois de la grossesse et 4 consultations sont nécessaires pour une grossesse. Une grossesse peut être un grand espoir pour l'avenir et peut donner à la femme un statut particulier très apprécié. Cependant, la grossesse peut être quelque chose de dangereux pour la femme. C'est pourquoi le suivi de la grossesse revêt une importance capitale. La première visite a pour but de confirmer la grossesse le jour de la conception et donc de calculer la date de l'accouchement. L'intérêt de la consultation prénatale, c'est de prévenir et aussi en cas de complications, de pouvoir traiter. Prévenir, c'est en donnant des soins. Les soins de prévention, c'est quoi? C'est d'abord de prévenir par rapport à la tétanos. Parce que l'accouchement, c'est un acte qui n'est pas aussi anodin. On prévoit la tétanos. On fait au moins 4 doses. Si la femme arrive à avoir 5 doses de vaccin anti-tétanique, elle est complètement vaccinée contre la tétanos. Le deuxième intérêt, c'est qu'au cours de la grossesse aussi, on fait un traitement préventif à base de sulfadoxyméthamine pour le paludisme. Ça aussi, on donne des doses, une première dose et une deuxième dose. Et au cours de ces consultations prénatales aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement toujours préventif du fer et de l'acide folique. On a dit que la première cause de décès maternel chez la femme, c'est la nuit. Or, vous comprenez que si on fait la consultation prénatale régulièrement, avec l'examen de la numération, on contrôle le taux d'hémoglobine et en même temps, on fait la prévention en donnant du fer et de l'acide folique chez la femme. La consultation prénatale permet aussi de dépister les facteurs de risque. Traitement préventif, nous avons le traitement curatif, c'est-à-dire dès qu'on teste chez les femmes à risque, on essaie de prévenir. Dès qu'on détecte un facteur de risque, on essaie de prévenir. Notamment, on fait la prise de tension artérielle. Dès qu'on voit que la tension artérielle est élevée, on essaie de suivre et on essaie aussi de traiter. Dans le traitement curatif, il y a aussi beaucoup d'examens, parce qu'on rencontre que la femme, généralement les principales complications, c'est la pré-éclampsie, ou chez d'autres, c'est même l'éclampsie. C'est-à-dire c'est le taux de celle qui est élevé, ce qui crée aussi les œdèmes, une augmentation de la pression artérielle. Ça, en faisant la consultation prénatale, on essaie de prévenir. Et au cas où ça arrive déjà, on a le dossier de la femme, on peut déjà faire le traitement curatif. Maintenant, le troisième aspect, c'est le conseil qu'on donne à la femme. Qu'elle soit sa première grossesse ou la deuxième ou la énième grossesse, il y a toujours des conseils d'hygiène de vie et alimentaire qu'il faut donner. Dans le conseil alimentaire, on comprendra que, comme on l'a dit, l'anémie est la principale cause. Dans l'hygiène alimentaire, on va faire comprendre à la femme de prendre des feuilles. Ça ne manque pas en tout cas au Niger. Le feuille, ça donne du fer, ça contient du fer et c'est très important pour la femme. L'œuf, le lait, la viande, etc. Le suivi de la grossesse requiert une forte demande de soins pour la femme, résoudre les problèmes éventuels et confirmer le statut conféré par la grossesse. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellent week-end à toutes et à tous.